Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre nouvel épisode des School Days, un format en ligne et en live proposé par le média J'ai un pote dans la com. L'objectif, il est de s'intéresser aux écoles de marketing, de communication et de digital pour aider les étudiants à trouver la voie et les accompagner dans leur orientation. Aujourd'hui, nous faisons un focus avec l'école, avec l'EFAP, avec aujourd'hui deux invités qui sont Emmanuelle Baruc, directrice du développement de la communication de l'école, et Caroline Boilet, directrice adjointe du développement de l'EFAP et des admissions. Merci à vous deux d'être présentes avec nous. Bonjour, merci à vous. Merci à vous. J'espère que le déconfinement se passe bien et que tout le monde est en bonne santé du côté de l'EFAP. On commence aujourd'hui notre nouvel épisode avec la partie pitch. Je vous laisse vous prêter à l'exercice de la minute promo. Vous avez 1 minute pour présenter l'EFAP. Ok, alors c'est parti. Donc 1 minute pour présenter l'EFAP. Je veux dire que l'EFAP, c'est la première école de communication généraliste qui a été fondée il y a 60 ans par un homme passionné, un visionnaire, qui a décidé de créer une école, tout d'abord dédiée à la formation aux relations presse et aux relations publiques, et qui, au fil du temps, s'est ouverte à tous les métiers de la communication, du marketing, de l'événementiel, de la pub, des médias, avec une place très très importante offerte au digital. À l'EFAP, on a 3500 étudiants qui suivent les cours et depuis 1961, on a diplômé pas loin de 20 000 anciens élèves, un réseau super puissant en communication qui est présent aujourd'hui dans des milliers d'entreprises et des agences en France et à l'international. Pour rejoindre l'EFAP, il faut passer un concours. C'est une formation en 5 ans d'études post-bac, mais on a également des admissions parallèles. On peut rejoindre l'EFAP après un bac +1, +2, +3 ou +4. Le diplôme que délivre l'école est adossé à un titre qui est reconnu par l'État, enregistré au RNCP, vous savez, le Registre national de la certification professionnelle, au niveau 7, c'est le niveau le plus haut, bac +5, et il s'intitule directrice de la communication. L'ADN de l'EFAP, je dirais, c'est vraiment d'allier l'excellence académique avec l'expertise professionnelle. L'école, moi je le dis souvent, c'est un véritable incubateur de talents qui se détermine plus que jamais comme une école en mouvement. Parce qu'en fait, on est en constante adéquation avec la réalité du monde professionnel, des grandes agences, des médias. Les programmes évoluent continuellement en fonction des nouvelles compétences à acquérir pour pouvoir former des professionnels efficaces, connectés et puis surtout employables tout de suite, immédiatement. Voilà, merci pour cette belle entrée en matière qui était très complète. Au moins, on sait où est-ce qu'on va aller. J'enchaîne avec ma prochaine question qui est la spécialité de l'école. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu les différents éléments qui la rendent singulière par rapport à d'autres? Oui. L'EFAP, c'est une école de communication et de marketing qui forme à la communication, je dirais, à 360 degrés. Au marketing, à l'événementiel, à la pub, aux relations médias, à l'influence, à l'audiovisuel et bien sûr au métier de la communication et du marketing digital. C'est une école qui est d'abord généraliste pendant ses 4 premières années et puis qui va se spécialiser, qui va offrir une hyper spécialisation sur sa dernière année de cursus. Voilà notre particularité, 4 années très généralistes, 1 année d'hyper spécialisation. D'accord, donc de quoi s'ouvrir les chakras au début et ensuite devenir expert de son sujet. Ok, très bien. Merci pour ces éléments de réponse. Est-ce que vous avez 3 grands atouts à me lister, à lister à ceux qui nous suivent concernant l'EFAP? Alors, si on se résume à 3 atouts, je dirais le premier, ça va être son réseau. Son réseau, je le disais tout à l'heure, de 20 000 anciens élèves. Ensuite, ça va être le côté très professionnalisant qui est totalement adossé à l'innovation pédagogique du cursus et puis son ouverture internationale. Si je peux développer un petit peu, peut-être que je dirais pour le réseau des 20 000 anciens élèves,
c'est vraiment les premiers, ces alumni, on les chouchoute, hein, c'est les premiers à embaucher nos EFAPiens, c'est les premiers à proposer des offres de stage et d'emploi toute l'année, c'est les premiers à enseigner parce qu'ils font partie de notre corps professoral pour une grande majorité d'entre eux. Donc, vraiment, c'est les premiers à transmettre auprès des jeunes générations. On va développer des partenariats privilégiés avec eux, bien sûr. Et puis, ces anciens vont vraiment transmettre leur passion, toutes les compétences pendant des masterclass, pendant des réunions d'information, etc., où ils vont venir et ils vont expliquer leur vie, ce qu'ils font aujourd'hui, leur parcours. C'est super intéressant. Donc, ce réseau, c'est un réseau extrêmement puissant et très intéressant. Ensuite, le côté professionnalisant et l'innovation adossée à l'innovation pédagogique, je dirais que déjà 100% de notre corps professoral est composé de professionnels qui sont tous en activité. Vous allez avoir pas moins de 21 mois de stage sur les 5 années de cursus, donc vraiment quelque chose de très professionnel. Vous avez la possibilité d'aller vers 17 spécialisations différentes en fin de cursus qui sont totalement en adéquation avec la demande du marché de l'emploi. Et puis, vous allez mettre en pratique l'excellence académique au travers de compétitions d'agences, de battles, d'études de cas, de workshops. On en parlera tout à l'heure. Et puis, le dernier point, c'était l'ouverture de l'école à l'international. À l'EFAP, vous avez la possibilité de partir en échange à l'étranger. Dès la 2e année, j'ai plus de 75 partenaires à l'international. Vous pouvez partir pour un semestre ou vous pouvez partir pour une année entière. Quand on fait 5 ans d'études, on encourage fortement les étudiants à s'expatrier, au moins pendant un semestre. On a des partenariats partout, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Océanie. 75 partenaires, c'est beaucoup pour une école de communication. Généralement, les écoles de commerce sont très fortes pour développer des partenariats internationaux, mais on est une des rares écoles de communication à avoir autant d'ouverture à l'international. Et du coup, on reçoit également beaucoup d'étudiants étrangers chez nous. Oui, donc ça, c'est un point aussi qui est important, le fait de s'expatrier, mais aussi de recevoir pour avoir des étrangers dans les cours, pour faire des projets avec eux. Donc ça, c'est un élément qui, je pense, peut enrichir une classe de 3e année ou de master, avoir des gens qui viennent d'ailleurs. Est-ce que pour ceux qui nous suivent, vous avez des chiffres clés à nous donner? On aime bien prendre des notes quand on cherche son école, on aime bien un petit peu noter, voir un peu les chiffres clés, les anciens. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques infos là-dessus? Alors, chiffre clé, déjà 60 ans d'expérience. Hein. On est première école de communication, 1961. On est plus jeune. Hein, voilà. C'est une vraie référence, 60 ans d'expérience. 20 000 diplômés, je vous disais, hein, sont des professionnels. 3 500 élèves à l'EFAP. Des chiffres, qu'est-ce que je peux vous donner encore? 7 000 offres de stage et d'emploi par an. Beaucoup plus d'offres qu'on a d'étudiants placés. Ça, c'est un joli luxe qu'on a. 75 partenaires internationaux chez qui on peut partir étudier. 17 spécialisations différentes en fin de cursus, au choix. Ça donne un beau paysage, une belle offre. Et puis, je dirais 90% de taux de placement. Ça aussi, c'est important. Après 6 mois, après avoir obtenu son diplôme. Donc, on est plutôt très, très fiers de ce pourcentage qui est assez constant depuis quelques années maintenant. Oui, des chiffres qui sont assez éloquents et qui montrent un petit peu le réseau que l'école a pu tisser et l'importance qu'elle peut avoir dans l'univers communicationnel français, mais aussi étranger, comme vous venez de le dire. L'EFAP, c'est combien de campus? C'est combien d'écoles? Vous êtes basé où? Alors, l'école, d'abord, elle a été créée en 61, elle a été créée à Paris. Et puis, on est vite allé voir ce qui se passait partout en France. Donc, aujourd'hui, c'est 6 campus en France et à l'international. On est basé à Paris. On a 3 antennes à Paris, à Bordeaux, à Lille, à Lyon, mais également depuis plus de 30 ans à New York et assez récemment, enfin depuis quelques années maintenant, à Shanghai. D'accord, donc quand même une belle, un beau territoire qui est couvert par l'école, et ce qui fait que on peut aller étudier à l'EFAP en dehors de Paris, ce qui peut ouvrir aussi d'autres manières de faire, de penser. Je trouve ça intéressant de le noter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me préciser le nombre d'étudiants peut-être par rapport aux projets qui vont être lancés, etc. Savoir si vous êtes à l'échelle de 500 ou plus ou moins, combien il y a d'étudiants chez vous?
Au total, sur tous les campus, vraiment, je vous parle nationalement et internationalement, on a 3500 élèves. En fait, on étudie en petits groupes. À l'EFAP, dans tous nos campus, vous ne verrez pas d'amphi. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. Ce sont des salles de cours. On va étudier par groupe de entre 22 et 25 élèves, 30 de temps en temps. Quelques cours où il peut y avoir un groupe et demi ensemble, une trentaine d'élèves. Je dirais aux alentours de 25 élèves par classe. Et puis pour tout ce qui est utilisation des outils, les outils de PAO, etc., ça sera des demi-groupes, donc par 12 élèves. Donc ça, c'est hyper intéressant de pouvoir travailler en petite équipe, en classe, et c'est ce qui nous différencie d'un parcours universitaire. Bien sûr, d'accord. Donc c'est quand même pas mal d'étudiants, mais en même temps, on arrive à garder cette proximité qui fait qu'un projet en taille réduite fonctionne bien, etc. Donc d'un côté, on a la force du nombre élevé d'étudiants, et de l'autre côté, peut-être l'aspect un peu plus gestion de projet en petit comité. Merci pour ces éléments de réponse pour la première partie qui était la partie pitch. On passe ensuite à la partie formation, dans laquelle on va s'intéresser un petit peu plus au cursus, aux cours délivrés et aux spécialités que l'EFAP peut proposer en sein de ses campus. Du coup, ma première question, elle va être liée au post-bac. Est-ce qu'on peut rentrer à l'EFAP après un bac? Si oui, est-ce que c'est un bac plus 2, un bac plus 3, un bachelor, un BTS? Comment ça s'appelle? Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Alors, les FAP s'intègrent principalement post-bac. 80%, je dirais, de nos admissions se font post-bac, sur un programme en 5 ans d'études. On appelle ça le programme grande école. Donc, c'est 5 années après bac que les élèves vont passer avec nous et qui va, je le répète, permettre d'obtenir ce diplôme. C'est important de le dire, qui est un titre reconnu par l'État, c'est important, à bac plus 5, qui est le titre de directeur, directrice de la communication, et qui permet l'acquisition des fameux crédits ECTS, 300 crédits ECTS, donc l'équivalent du bac plus 5, qui est une équivalence du nouveau master qu'on peut retrouver à l'université. Donc, vraiment, le premier cursus, c'est ce programme post-bac pendant 5 ans, avec 4 années très généralistes, où ces 4 années vont englober vraiment l'intégralité de l'univers de la com, du marketing, de l'événementiel, de la pub, de l'audiovisuel, des médias et du digital, bien sûr, qu'on étudie dès la première année, évidemment, à l'école, mais également beaucoup de culture générale, car on ne peut pas être un bon communicant si on n'a pas une bonne base de culture générale. Donc, ça passe par des cours, je sais pas, d'analyse d'actualité, géopolitique, culture économique, sémiologie, panorama des médias, enfin plein de cours hyper intéressants qui va vraiment nous forger une vraie culture générale. Et puis, cette 5e année, la dernière année, va être une année d'hyper spécialisation. À l'EFAP, et c'est vraiment notre particularité, c'est qu'on ne spécialise absolument pas les étudiants pendant les 4 premières années. Ils vont tout découvrir. Et c'est uniquement en 5e année qu'ils vont aller vers une expertise. Cette expertise, on en a 17 différentes. Ça va passer, alors je peux toutes vous les citer si vous voulez, ça va être un peu long, mais ça va aller vers le digital marketing, ça va être la communication et les stratégies du luxe, ça peut être la communication publique et influence, ça va être le marketing stratégique, ça va être l'événementiel, bien sûr, les stratégies publicitaires, la communication et les relations médias, la communication et la production audiovisuelle, la communication dans l'univers de la santé, le sport business et la communication. Ça, c'est vraiment des métiers intéressants en ce moment. Bien sûr, oui, tout à fait. Bah ouais. La communication dans l'univers des vins spiritueux, celle-ci, on peut la faire qu'à Bordeaux. Vous avez compris pourquoi. La communication dans l'univers des ressources humaines. Il y a plein de nouveaux métiers dans les ressources humaines. Un lien entre RH et com, c'est très, très intéressant. Vous avez toute la communication RSE, responsabilité sociétale des entreprises et développement durable, aussi très extrêmement d'actualité. Vous avez la communication dans l'univers des fashion. Vous avez tout ce qui est lié au brand content, à la stratégie éditoriale, tous les nouveaux médias. Voilà, ça, c'est les spécialisations que vous pourrez suivre. Ça, c'est des spécialisations de Master 1 et de Master 2? Master 2. Master 2, d'accord. Donc, on a une sport généraliste. On commence en Master 1 à voir des univers qui pourraient nous intéresser. D'accord. Donc, plus le digital, plus les stratégies, plus la créa, plus l'audiovisuel. Enfin, vraiment, plus l'événementiel. On va commencer à
commencer à avoir quelques électifs un peu spécialisés, mais c'est vraiment la 5e année qui est l'année de l'hyperspécialisation. Vous savez, Valentin, je disais il n'y a pas longtemps qu'un jeune diplômé va changer en moyenne 7 fois de job dans sa carrière professionnelle. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que plus il va avoir un socle de compétences large, plus il va pouvoir rebondir sur les opportunités qui vont se présenter à lui dans sa carrière. Donc, l'hyperspécialisation, ça va lui donner les clés pour aller vers un premier job. Et ensuite, grâce à ce bagage qu'il aura eu pendant les 4 premières années très généralistes, il va pouvoir rebondir vers d'autres métiers. Oui, je pense que c'est bien de préciser tout ça, notamment sur la partie changement de job. Ça a un petit peu changé par rapport à la génération d'avant, mais c'est surtout le secteur qui veut ça. On change assez vite de métier, on évolue assez vite, les métiers eux-mêmes évoluent. Donc effectivement, une personne qui évolue dans le monde de la com va être amenée à avoir différentes compétences nécessaires. Et au final, tous vos masters spécialisés de deuxième année le précisent bien, le montrent bien, et que la com, c'est très large, et que le mot communication, il englobe plein de choses. Il englobe création publicitaire, influence, e-marketing, brand content. Donc, le fait de le préciser, ça donne un peu de sens aussi à toutes vos spécialisations, et de montrer que cette hyper spécialisation de 5e année, elle va pas être décisionnaire de votre avenir. Et c'est parce que vous avez fait des choses avant un peu plus ouvertes. Exactement ça. C'est bien de le rappeler. Je pense que ceux qui ne savent pas forcément, ça les rassure de se dire, OK, j'ai un peu de temps pour regarder ce que ce métier-là, il veut dire, ce que le brand content, ça veut dire, ce que l'influence, c'est. OK, j'aime bien l'influence. Au final, j'aime pas trop, je suis plutôt sur la strat. OK, je me réoriente avec… en tout cas, je choisis mes options et je choisis le parcours que je veux. Et ensuite, a priori, c'est ce que vous nous dites, en finalité, on prend une hyper spécialisation qui va nous donner une expertise de Bac+5 sur laquelle on va pouvoir capitaliser sans être dépendant d'elle non plus, et d'avoir d'autres cordes à son arc. Surtout que c'est intéressant de savoir que 50% des nouveaux métiers de la communication n'existent pas encore. Absolument, ouais, voilà. Donc, d'avoir des bagages et des compétences très larges au départ, c'est hyper important. Oui, c'est sûr. Et puis, je pense que, comme vous le dites depuis le début, c'est aussi un positionnement, un état d'esprit, et capable d'être très spécialisé, OK, et être expert sur son sujet, OK, mais d'avoir aussi un comportement face à une problématique donnée, ça reste essentiel. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Carole, sur ce point de vue-là J'utilise toujours un terme, c'est ce que j'ai toujours à Emmanuel, nous on forme des couteaux suisses en fait. Donc c'est ça la formation. Et c'est l'hyper spécialisation qui va les faire en fait décoller. Mais on utilise souvent ce terme qui est un jargon un petit peu, mais c'est un peu le couteau suisse de la communication, du marketing, de l'événementiel. Ouais, c'est un mot qui fait plus ou moins sens, parce qu'au final, tu es dans une entreprise, agence ou annonceur, à un poste clé. Tu vas quand même être amené à faire d'autres choses ou à comprendre ce que l'autre équipe fait. L'équipe marketing, tu es à la com, OK, mais l'équipe marketing fait quelque chose que tu es censé au moins comprendre, ne serait-ce que pour communiquer. Donc, c'est vrai que cette approche-là… et surtout dans le monde où on est aujourd'hui, quoi. Pardon ? Surtout dans le monde où on est aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Surtout, on l'a vu avec le Covid, on y reviendra un petit peu après, mais on a vu l'évolution des problématiques de la création de contenu, etc. C'est revenu assez fort. Ma question, elle est la suivante. Elle est portée sur l'alternance. Donc, le fameux mot alternance qui est sur les lèvres de tous les étudiants. Est-ce que vous proposez de l'alternance à l'EFAP? Si oui, sous quelle forme? 2 semaines, 3 semaines, 2 jours? Comment ça fonctionne? Alors oui, on propose de l'alternance à l'EFAP uniquement en fin de cursus. Donc, sur ces fameuses spécialisations de 5e année, il y a la possibilité de faire 7 années en alternance. Donc, on devient salarié de l'entreprise et on alterne l'école et l'entreprise, ou l'agence et l'école. Chez nous, c'est environ 3-4 jours par mois à l'école et le reste du temps dans l'entreprise. D'accord. Et ça dure 12 mois pleins. Toutes les spécialisations ne sont pas proposées en alternance. Il y en a 2 qui sont vraiment très bien conçues pour pouvoir suivre ce format. C'est tout ce qui est communication dans l'univers du digital, marketing, donc digital marketing and business. Là, on peut tout à fait le suivre en alternance. Et puis tout ce qui est communication dans l'univers du luxe, luxury communication and strategies, c'est également possible de faire en alternance. Sinon, on alterne, si vous voulez, c'est 6 mois de cours
alterné par 6 mois de stage. Donc, ce n'est pas vraiment D'accord. le rythme de l'alternance, c'est du stage alterné. Mais les programmes en alternance pure, sous contrat de professionnalisation, ce sont ces 2 programmes d'expertise de 5e année. Petit point, merci pour ces infos. Petit point très technique, mais qui peut rassurer beaucoup d'entre nous durant ce live, c'est que l'alternance, d'une part, elle permet de mettre le pied dans l'entreprise et de comprendre un peu les enjeux et la vie dans le monde professionnel. D'autre part, elle permet aussi de financer ses études. On va le voir en fin de live, mais une année chez vous, c'est un coût, et le fait d'être en alternance permet de gérer ce coût, et c'est-à-dire très concrètement, l'entreprise se charge des coûts de l'école, des frais de scolarité, et en plus de ça, verse un salaire à la personne étudiante. Donc ça, c'est un élément central sur lequel j'aime bien insister, parce que les étudiants ne sont pas forcément très au point sur ces formats-là. Être étudiant chez vous, c'est être étudiant en alternance possiblement, et aussi du coup avoir un salaire et pouvoir bénéficier de cet avantage-là. Donc ça, c'est un petit point technique qui est important de souligner. Ma question sur l'anglais et sur les relations internationales, elle est essentielle. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué. Est-ce qu'il y a une formation 100% en anglais chez vous? Alors, l'anglais, vous avez raison de faire un point là-dessus. L'anglais, c'est incontournable en communication et marketing. C'est voilà, pas de choix. Le digital et l'anglais, je pense que c'est les 2 compétences. Elles sont totalement incontournables quand on veut travailler dans notre univers. Alors, bien sûr, à l'EFAP New York, tous les programmes sont en anglais sur le campus, donc vous pouvez partir un semestre, voire une année complète, et là, tous les programmes seront en anglais. Ensuite, vous avez pas mal d'expertises de fin d'année qui sont full English. Je pense au luxe, je pense au marketing stratégique, au digital, à la communication fashion. Il y a énormément de spécialisations de fin de cursus qui sont toutes en anglais à l'EFAP. Et je dirais que l'anglais, on le travaille, il est important chez nous dès la première année. Première année, on va avoir encore des cours d'anglais. Et puis, plus on va monter en année, plus les cours seront enseignés en langue anglaise. À peu près 20-30% en deuxième, troisième année. Et puis, quatrième année, on arrive à presque entre 40 et 50% des cours qui sont enseignés en anglais. Et en cinquième année, on peut avoir des spécialisations qui sont toutes en anglais. D'accord, donc cette langue anglaise est quand même essentielle, on ne peut pas s'en passer. Du coup, c'est plutôt logique de l'avoir intégrée au parcours de l'EFAP. J'avais une question maintenant sur la typologie de métier. Ça, c'est quelque chose qui revient. On y a déjà répondu un petit peu en disant les spécialisations que vous aviez. À quel métier on se prépare quand on vient étudier à l'EFAP, que ce soit en troisième année ou en master? À quel type de métier on peut accéder? Est-ce que c'est annonceur, agence, les deux, médias, tech? Est-ce qu'on peut nous éclairer un petit peu sur ces points-là? Quand on travaille dans la com, en fait, on peut travailler dans 3 familles. Moi, j'appelle ça des familles, 3 familles différentes. La famille, d'abord des annonceurs, c'est-à-dire les entreprises, les associations, des ONG, etc., chez qui on va pouvoir intégrer le département communication et marketing. Ensuite, vous avez la famille des agences. On connaît les plus célèbres, hein, Avast, Publicis, BETC, Fred et Farid, Hopscotch, etc. Là, les agences de com ou les agences d'événementiel ou les agences de publicité, on va travailler cette fois pour plusieurs clients sur des sujets différents. Et puis, troisième famille, c'est bien sûr les médias. Les principaux médias, la presse, la télé, la radio, Internet. Voilà. Donc, d'abord, on peut travailler dans ces 3 familles. Ensuite, on peut aller sur, moi je dis très souvent, la com, ça ouvre à plus de 1000 métiers différents. Les principaux métiers vont être les métiers qui tournent autour du marketing, donc savoir analyser les comportements des consommateurs, savoir comment on va pouvoir les influencer leur comportement. Vous avez tous les métiers qui tournent autour de l'événementiel, pouvoir proposer des événements hors médias pour pouvoir délivrer un message à un public. Ça peut être une convention, une soirée, une remise de prix, un concert, etc. Et c'est vrai que c'est une expertise qui est très, très bien développée à l'EFAP. Ensuite, vous avez tous les métiers qui tournent autour des métiers des relations presse et des relations publiques. Donc là, vous serez le porte-parole de l'entreprise ou du client ou de la marque auprès des médias. Donc, vous allez devoir rédiger des argumentaires, convaincre des journalistes, relayer de l'information dans leurs médias.
c'est un métier qui est passionnant et qui est au cœur de notre histoire, hein, parce que l'EFAP, c'est l'école française des attachés de presse au départ. Maintenant, on décline plus du tout le logo. Ouais, à la base, c'est ça. Ensuite, il y a eu une vraie ouverture. Bah ouais, mais c'est quand même un métier qui était au cœur de notre histoire. Ensuite, vous avez bien sûr tous les métiers du digital. Aujourd'hui, la com et le marketing digital, on ne peut pas s'en passer. Les réseaux sociaux, les sites internet, les achats de mots-clés, les stratégies digitales. Il existe plein de nouveaux métiers. Les métiers de social media manager, de responsable d'e-réputation, de storyteller. Enfin, je peux vous en citer des dizaines et dizaines. Ensuite, vous avez tous les métiers de la pub. Donc, tout ce qui est de trouver des partis pris innovants, des concepts, des messages à partir d'un brief pour faire grandir une idée créative, concevoir plein de dispositifs avec voilà, des contenus pour des marques, des agences et pour des consommateurs. Vous avez ensuite les métiers de la prod audiovisuelle. Donc là, vous allez avoir à assumer toutes les responsabilités du bon déroulement d'une production, de la phase de la pré-prod jusqu'à la prise de vue, et puis généralement jusqu'à la livraison du contenu. Vous pouvez intervenir dans plein de domaines de production différentes, hein, le cinéma, la fiction, le documentaire, la production musicale, la production publicitaire aussi, beaucoup. Vous avez ensuite les métiers de la com d'influence. Donc là, c'est vraiment la fameuse très lié à des actions de lobbying, de relations publiques qui visent surtout à influencer des décisions en faveur de marques, d'organisations, d'entreprises, etc. Et en fait, à l'EFAP, tous ces métiers, vous allez pouvoir les étudier sur des secteurs différents. Vous allez voir le secteur du luxe, le secteur du sport, le secteur de la santé, le secteur de la RSE, du développement durable, des ressources humaines, de la politique et de la culture. Voilà, donc je vous ai fait un petit panorama, en fait, ouais, super. Des familles et puis des métiers. Ouais, je pense que merci pour cette projection des métiers. Je pense que c'est assez clair et ce qui ressort, en tout cas, à mon sens, c'est l'aspect un petit peu pluridisciplinaire de l'EFAP qui, à la base, comme vous le disiez, était plutôt focus sur les métiers des relations presse, mais qui, force est de constater, a évolué parce que les métiers de la com, à la base, c'était très ERP. Et ça a évolué, notamment avec le numérique. Il y a des métiers qui sont vraiment liés à la prod, à la pub, à l'influence. Donc, tous ces éléments-là sont de la famille de la communication au sens large, mais c'est bien de le préciser, de détailler, parce que ça peut donner du sens à ceux qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire et où est-ce qu'ils veulent aller. Et là, peut-être qu'ils ont de quoi, ils ont des éléments de réponse avec ces formations de l'EFAP. On va enchaîner avec notre troisième partie, logiquement, qui s'appelle Vie à l'école. Dans cette partie-là, je vais vous demander de nous éclairer sur tous les aspects cours, conférences, intervenants, projets, compétitions d'agence, liens avec les entreprises et les anciens. Donc, on est parti pour la troisième partie, Vie à l'école. Pour commencer, j'ai une question un petit peu péchue, mais qui va permettre de nous... Enfin, je vais vous laisser la parole dessus. Ma question, c'est est-ce que la com, aujourd'hui, n'est pas un secteur bouché? On l'entend beaucoup, les parents le disent peut-être sans vraiment savoir. Un étudiant, aujourd'hui, un jeune qui cherche à aller bosser dans la com et trouver son école, qu'est-ce qu'on lui dit quand lui, il entend cette fameuse phrase « la com, c'est bouché ». Alors ça, c'est souvent ce que disent les parents, hein. Mais je peux vous assurer que le secteur de la communication n'est absolument pas un secteur bouché. Au contraire, c'est un secteur qui recrute. C'est un secteur qui est en évolution permanente avec les nouveaux métiers qui émergent. On en parlait tout à l'heure, hein, chaque jour. Je lisais, selon le baromètre de l'emploi des métiers du marketing et de la communication qui a été réalisé par l'Observatoire Commédia, je lisais que la filière communication en France a généré un chiffre d'affaires de 34,2 milliards d'euros. Donc, je peux vous assurer que c'est un secteur porteur, c'est un secteur qui recrute. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que 90% de nos étudiants trouvent un job à la sortie d'école, je vous assure que les 10% restants, c'est des jeunes qui ne cherchent pas forcément à travailler tout de suite parce que les métiers, il y en a, les jobs, il y en a et les entreprises, et là, surtout là en ce moment avec le Covid, les entreprises se rendent bien compte de l'importance de la communication dans leur quotidien pour pouvoir développer leur business. Je pense que pas de problème. Non, mais c'est une réponse qui est, du coup, qui est très
très pragmatique sur l'aspect chiffre d'affaires et qui répond bien au final à ma question parce que oui, effectivement, ça recrute et du coup, il y a des enjeux pour les agences, évidemment, pour les marques, évidemment, mais aussi pour les autres structures, pour les structures publiques ou les startups. Il y a ces métiers-là sont essentiels aujourd'hui, notamment sur la partie Covid, où c'est vrai que c'est compliqué. Il faut des personnes pour continuer à penser des nouveaux formats, ensuite les créer et ensuite les diffuser. Et tout ça, c'est des métiers qui sont liés à la communication et il faut des gens pour repenser tout ça. Et je pense aujourd'hui plus que jamais. Donc merci pour ce point un petit peu rassurant pour les parents. En tout cas, cette phrase dogmatique qui dit que c'est bouché, bah, en fait, non, concrètement. Maintenant, je vais donner peut-être la parole à Carole qui va me répondre ou à vous de me dire sur la partie type d'étudiants recherchés. Qu'est-ce qu'on attend chez un étudiant qui aimerait rentrer chez vous? Qu'est-ce qu'on attend d'un étudiant qui a envie d'avoir 1, 2 ou 3 années chez vous? En fait, on n'a pas de profil type. Hein. On accueille des étudiants de tout horizon. Donc ça, c'est important chez nous. Hein. Ce sont des étudiants qui sont tous différents. Ce qui nous importe, c'est leur projet professionnel. Alors, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Ils ne connaissent pas encore les métiers dans lesquels c'est plus tard. Ils ont 4 années ou assez généralistes, comme l'a expliqué Emmanuel, et c'est seulement en 5e année où ils vont s'hyper spécialiser. En revanche, on recherche des étudiants qui sont curieux, ouverts d'esprit, des territoires personnels, des étudiants. Moi, c'est ce que je dis. Hein, vous êtes dans des métiers passion. Donc, on recherche des étudiants qui sont passionnés, créatifs et connectés, surtout aujourd'hui. D'accord. Donc, des étudiants qui, au-delà d'avoir des compétences, ont un comportement, ont une attention sur ces sujets-là. On les attend. Ouais. Okay. Donc ça, c'est important de le souligner. Donc, pas forcément besoin d'être expert, on l'a dit, hein, on le répète, mais en tout cas, être friand, aimer ces sujets, prendre du temps pour faire sa veille dessus et apprécier en tout cas les problématiques des marques et des médias aussi au sens plus large. Question plus technique. Quel parcours dois-je avoir pour venir à l'EFAP? C'est-à-dire en post-bac, est-ce qu'il y a un bac qui est favorisé, si c'est plutôt littéraire, ou est-ce que j'ai des avantages plutôt avec un bac scientifique, peut-être la rigueur, je ne sais pas, ou en post-bac, M1, M2, est-ce que j'ai fait du droit, ça match? Est-ce que j'ai fait une école de commerce très finance, ça match? Je vous laisse me répondre là-dessus sur le parcours. Pour les étudiants de première, deuxième, troisième année, en fait, peu importe la série, en fait, ou les options. En revanche, c'est vrai que là-dessus, Emmanuel l'a dit précédemment, il y en a à l'international, donc attention à l'anglais tout de même, la culture générale et surtout attention à l'orthographe. L'orthographe aujourd'hui, quand même, voilà, c'est important. Donc moi, j'insiste là-dessus. Je suis désolée, mais je mets encore un petit peu. C'est important, tout à fait. Voilà. Pour les admissions parallèles, ce sont les étudiants, vous savez, qui vont nous rejoindre en 3e, en 4e ou 5e année. Généralement, 50% des candidats qui viennent d'un cycle court, donc en communication et en marketing. Et on a aussi 50% qui viennent d'autres horizons, c'est ce que je dis tout le temps, c'est aussi un peu notre valeur ajoutée, qui viennent d'une licence de droit, d'éco, de gestion, de sciences humaines, de lettres modernes, donc des profils qui viennent de partout. D'accord, donc c'est assez varié. Complètement. Est-ce que peut-être sur la partie vraiment orientation, est-ce qu'on peut faire un petit point rapide sur l'aspect compétences techniques au-delà du parcours? Est-ce qu'il faut peut-être que il faut que je fasse la photo pour mon club de sport? Est-ce qu'il faut que je tienne un petit blog ou est-ce que c'est un plus pour vous peut-être pour le territoire personnel de l'étudiant va être important, donc qu'il fasse du sport, de la photo, qu'il ait un blog. Nous, on est à l'affût de tous ces étudiants qui sont passionnés, créatifs. Donc, on va tout prendre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne vais pas demander à un étudiant, il faut que tu arrives avec un blog. On est des étudiants qui viennent d'horizons tellement différents. Au contraire, on est avide d'avoir des étudiants qui sont complètement différents avec justement toutes ces passions. D'accord, donc très concret. Merci pour cet élément qui est au cœur des problématiques des étudiants, à savoir est-ce que j'ai le niveau, oui, non, qu'est-ce que ça va pas matcher, etc. On était obligé de vous poser cette question-là. Ma question d'après, elle va être portée sur les projets réalisés par les étudiants à l'EFAP. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est qu'être étudiant chez vous aujourd'hui? Comment ça marche? Est-ce que c'est des projets par groupe? Est-ce que c'est des amphis? Est-ce que c'est les deux? Vous avez déjà répondu. Comment ça marche? Est-ce que vous avez un exemple peut-être ou plusieurs de projets qui ont été menés? Je vois dans la vidéo qui défile des projets pour Cannes, pour Disney. Est-ce qu'on peut avoir des infos là-dessus? Alors, je vais peut-être, Carole, répondre si tu permets à cette question. En fait, il n'y a pas d'amphi. Ça, vous en trouverez pas, hein, je le répète, il n'y en a pas dans aucun de nos campus. Bien sûr, en plus des cours classiques que les étudiants vont avoir avec des professionnels de la communication, les étudiants vont participer à beaucoup
beaucoup de projets. On appelle chez nous des battles, des compétitions. Ils vont être répartis en micro-agences, donc par équipe, des micro-agences de communication, et ils auront pour but de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris en faisant preuve de créativité, d'esprit d'équipe et d'organisation. Concrètement, comment ça va se passer? Ils vont être répartis par équipe de 6-7 étudiants et pendant une semaine, ils vont avoir à travailler sur un projet de com qu'une entreprise partenaire va nous confier. Il n'y a aucun projet fictif, ils sont tous réels. Donc, vous allez avoir des étudiants qui vont être coachés par des intervenants pour les aider dans leur démarche et à la fin de la semaine, ils vont avoir à présenter, à développer des préconisations devant un jury. Les jurys vont sélectionner les meilleures équipes, les meilleurs rendus, et les meilleures équipes vont présenter leur travail devant la direction de la communication et du marketing de l'entreprise partenaire. Donc, c'est hyper intéressant. Les étudiants adorent travailler sur ces challenges. C'est des vrais moments de partage, de créativité, de mise en pratique de toutes les compétences acquises. Alors, je vais vous donner des exemples hyper concrets. On a travaillé pour les 90 ans de Mickey. Donc, Disney nous a demandé de travailler sur qu'est-ce qu'on pourrait faire sur les parcs pour fêter les 90 ans de Mickey. Donc, c'était hyper intéressant de travailler sur ça. Donc, ils avaient un budget, ils avaient des contraintes. Je veux dire que les contraintes Disney, elles sont énormes. Ouais. Donc, on n'est pas libre de faire… plutôt rigide, je pense. Ouais. On a travaillé pour le Club Med, pour de la com interne, pour eux. On a travaillé pour le Bataclan, tout récemment, le Bataclan, qui est une salle de spectacle qui souffre pas mal à Paris en ce moment. Et du coup, on a beaucoup travaillé pour eux. On a travaillé pour les Champagne Bollinger, on a travaillé pour Gucci, on a travaillé pour Radio Nova, on a travaillé pour Danone, c'était super intéressant. Pour Michel et Augustin. Michel et Augustin, ils nous ont demandé de les aider à développer leur communauté Snapchat. Ils sont très bons sur Instagram, ils sont très forts sur plein de réseaux. Et c'est vrai que sur Snapchat, il manquait un peu de communauté. Ils ont demandé à nos étudiants de réfléchir à comment on peut communiquer pour mieux développer leur communauté Snapchat. Et la semaine dernière, si vous nous avez suivis sur les réseaux, on a fait une battle pour Cdiscount. C'était super intéressant. Mais on travaille aussi pour des startups, pour des associations, pour des ONG, pour de toutes petites entreprises qui ont besoin, au contraire, qu'on les booste et puis qu'on les aide dans une démarche de com, de marketing ou d'événementiel ou de pub. Ok, donc très concret, très complet. Ça, c'est pour tout. Excusez-moi, Valentin. Ça, c'est pour tout ce qui est battle. Mais les élèves ont également, en plus des cours, participé à plein d'événements partenaires. Vous parliez. Voilà, j'allais poser la question, notamment sur Cannes. Qu'est-ce que j'ai vu passer à la vidéo, des images de Cannes. On a la chance. Alors, l'histoire de Cannes, c'est que le fondateur de l'EFAP, Monsieur Huisman, eh bien, son papa est un des créateurs du Festival de Cannes. D'accord. Du coup, c'est un partenaire historique de l'EFAP et chaque année, on envoie, sauf cette année, à cause du confinement, on envoie 60 étudiants, entre 60 et 80 étudiants qui réalisent leur stage au Festival de Cannes. Donc, pendant la durée du festival, c'est hyper intéressant. Ils vont être sur les réseaux sociaux, ils vont être aux relations presse, aux relations publiques, à l'accueil du public. Ils vont être vraiment partout dans le festival. Mais on a également des partenariats très intéressants avec l'EFAPLI. Il a développé un partenariat très, très intéressant avec Sérimania. Vous savez, le festival des séries. C'est le festival de Cannes, mais pour les séries, en fait, qui se déroule à Lille. Mais également avec le cinéma UGC. À Bordeaux, on a un super partenariat pour les sportifs avec les Girondins de Bordeaux. On travaille avec Roland Garros. On travaille beaucoup avec le Hub Forum. Oui, bien sûr. Vous connaissez le Hub Forum, c'est un français de marketing digital. Et on est partenaire du Hub Forum sur toutes nos spécialisations en digital. Et on fait beaucoup de choses avec eux. Et c'est très, très enrichissant. Voilà. D'accord, donc plutôt complet. À l'école, on a beaucoup d'expériences en dehors de l'école également. Merci pour ces points clés et je trouve que c'est bien de le préciser, de montrer qu'effectivement, il n'y a pas que les cours, il y a aussi ce qui va avec, c'est-à-dire les projets un petit peu
sur une temporalité réduite mais très intense. Il y a aussi, comme on l'a dit, Cannes, il y a aussi une spécificité par campus. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, on n'est pas obligé de monter sur Paris si on veut bosser dans la com ou étudier dans la com. Et ça, c'est bien le préciser pour ceux qui nous suivent. Il y a des campus dans différentes villes de France, des villes où il fait bon vivre. Je pense notamment à Bordeaux, où c'est quand même assez agréable. Donc, des spécialisations, des projets avec des petites, des moyennes et des grosses entreprises. Donc, des choses un peu plus agiles et d'autres un peu plus rigides. Mais c'est bien parce que ça va être la réalité du métier, ça va être la réalité du terrain. Une réponse très, très complète et très globale qui, en tout cas, nous précise bien quels sont les partenaires de l'école. Sur la partie gestion de la pratique et de la théorie, est-ce que vous avez un petit point à rajouter peut-être, Carole, sur la manière de faire le lien entre les deux ou je vous laisse me répondre là-dessus. On va reprendre un petit peu ce que disait Emmanuel. C'est tout ce qui est travaux de groupe, les compétitions, les stages et participer aux événements internes comme externes en fait, de notre école. Donc, c'est ce que vient effectivement d'expliquer Emmanuel. D'accord, donc c'est bien de… Moi, je dis tout le temps, en fait, on est dans une école où j'apprends, j'applique. C'est ce que je dis tout le temps. Voilà, c'est le point, c'est ce que j'allais dire, c'est bien de pouvoir appliquer très rapidement et pas uniquement d'apprendre quelque chose et de se dire, ça va me servir dans 2, 3, 4, 6 mois, je ne sais pas. Là, force est de constater qu'on met les mains dedans dans le cambouis et on essaie d'avancer. Et je pense que c'est plutôt des projets qui donnent envie aux étudiants, a priori, de ce qu'on a vu. C'est des belles marques, voilà. Il faut se creuser la tête, c'est très cool. Et du coup, ils sont peut-être plus attentifs aux projets soumis parce qu'ils ont besoin aussi d'une certaine excellence, comme on l'a dit au début, sur la capacité de former des professionnels, mais pas que des étudiants qui font des projets étudiants, mais vraiment des gens qui pensent un peu différemment, etc. J'ai une question maintenant. On l'a abordé un petit peu sur l'alternance, mais je voudrais faire un petit focus dessus. C'est la partie accompagnement. Est-ce que vous avez un bureau qui aide ou des anciens qui aident à la relation entreprise pour trouver les stages et les alternances? Ouais, alors ça c'est très important, Valentin. On a tout un département qui s'appelle le département des relations école-entreprise, qui est dirigé par une femme extraordinaire, Delphine Canta, qui a des antennes sur toutes les EFAP en région, et elle a dans ses équipes plus de 15 personnes qui sont dédiées, mais vraiment dédiées aux étudiants pour stage, emploi, partenariat et animation du réseau des anciens. Donc ça, c'est super important pour nous, tout ce qui est le côté professionnalisant du cursus. Vous avez, pour vous dire, vous avez jusqu'à 21 mois de stage sur vos 5 ans d'études. Donc, les stages sont de plus en plus longs au fur et à mesure des années, en fonction des compétences, bien sûr, que vous avez acquises. Première année, vous avez un stage de 2 mois. Deuxième année, vous avez un stage de 3 mois. Troisième année, 4 mois. Et puis, quatrième et cinquième année, 6 mois de stage. Donc, vous voyez, chaque année, 6 mois de stage. Donc, 21 mois au total. Donc, obligatoirement, vous allez être accompagné dans votre recherche grâce à des ateliers de coaching personnel. Donc, vraiment, on va vous apprendre à le basique, le CV, la lettre de motivation, la simulation d'entretien. Quand vous allez postuler pour un stage à l'autre bout du monde, vous allez très certainement avoir des Skype ou avoir des entretiens téléphoniques. On vous apprend à vous mettre en valeur. On va vous apprendre bien sûr à mettre votre personal branding, votre personnalité sur les réseaux sociaux. Donc, faire en sorte d'être différencié. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment des ateliers individualisés de coaching. Vous allez avoir également accès à une plateforme interne qui est en ligne, qui est totalement dédiée aux offres de stage et d'emploi. Plus de 7000 offres de stage par an. Je vous assure qu'on a un joli problème qui est qu'on a beaucoup d'offres. On a plus d'offres qu'on a d'étudiants à placer. C'est un problème plutôt agréable à gérer. C'est un très joli problème. C'est un très joli problème qu'on gère avec grand plaisir. Et puis, on a des rendez-vous. Des stages dating, on a des forums entreprises, on a énormément d'anciens qui viennent, effectivement. Notre réseau d'alumni, on sait très bien le faire fonctionner. Et donc, c'est les premiers, je vous dis, les premiers à prendre des stagiaires et à embaucher. Donc, pourquoi on s'en privé? Bien sûr, ouais, c'est sûr. C'est vraiment notre or. Moi, je dis souvent, c'est l'or de l'école, les anciens élèves. Oui, c'est clair, et c'est bien de le préciser, parce que quand on rentre dans une école, on choisit son environnement, ses valeurs, mais aussi on rentre dans une sorte de famille avec des anciens. En tout cas, on sait qu'on appartient à ce réseau-là d'anciens et qu'on va être nous-mêmes amenés à utiliser, mais aussi à faire vivre après le diplôme. Donc ça, c'est assez important de le souligner. Est-ce que vous avez des infos sur le nombre de personnes qui trouvent un CDI après l'école? Et si oui,
combien de temps après? Alors, c'est CDI et CDD, hein. C'est pas que des CDI. CDI, CDD, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 90% de nos diplômés Ok, sur les enquêtes qu'on vient de sortir. 90% qui trouvent un emploi dans les 3 mois. d'accord. Suivent leur fin de cursus, c'est plutôt stable. C'est des pourcentages qui sont quasiment constants depuis maintenant quelques années. Voilà, donc Ok. Donc, il n'y a pas trop on de trouve un emploi en sortant de l'EFAP assez rapidement. C'est ce qu'il faut noter. C'est intéressant. C'est ce qu'il faut souligner. J'ai une question maintenant sur la partie université à l'étranger. On y a déjà répondu un petit peu en amont, mais est-ce que vous pouvez me préciser peut-être rapidement quelles sont les universités que vous avez à l'étranger en tant que partenaire ou des entreprises? Quel est le lien que vous avez à l'étranger? En fait, l'étranger, vous avez 2 possibilités, hein. Pour l'étranger, soit vous partez en stage, donc sur ces Ok. 21 mois de stage dont on a parlé, vous pouvez les faire à l'étranger si vous le souhaitez. Donc Mhm. voilà, ça c'est aussi une possibilité de départ à l'étranger. Et puis pour tout ce qui est échange universitaire, donc là on parle de partenariat avec des écoles ou des universités à l'étranger, les fameux programmes Erasmus ou Ouais. autres, parce que c'est pas que l'Europe, eh bien c'est un vrai atout à l'EFAP. Vous allez avoir la possibilité de partir. D'abord, vous pouvez faire une partie de votre scolarité à l'EFAP Shanghai ou à l'EFAP New York. À l'EFAP Shanghai et New York, vous pourrez partir un semestre, voire une année complète. Par exemple, la communication du luxe, vous pouvez l'étudier à New York et à Shanghai. La communication et le marketing digital, vous pouvez l'étudier à Shanghai. Il y a comme ça plusieurs doubles diplômes possibles et Ouais. partenariats possibles à l'étranger. Donc ça, c'est pour déjà les 2 étapes internationales, New York et Shanghai. Et puis ensuite, la possibilité de partir chez les 75 partenaires qu'on a développés à l'international. Vous pouvez partir pour un semestre. Dès la 2e année, vous pouvez partir un semestre. Et puis ça, vous pouvez faire 2e, 3e, 4e, 5e année, jusqu'à un an complet en 5e année pour développer des expertises sur des thématiques particulières à l'international. Ok, bah, très, très complet. Pour une école de commerce, c'est plutôt logique tous ces éléments-là, mais pour une école de com, c'est assez singulier. Donc, je pense que c'est important c'est important de le souligner. On va enchaîner avec la partie admission maintenant. Donc, je vais donner la parole à Carole sur l'aspect coût des formations, est-ce qu'il y a des aides de financement et liste des concours, etc. Donc, partie admission. Carole, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le tarif rapidement des formations chez vous par rapport aux années de cursus? Je vais vous donner en fait des fourchettes, hein. Pour les Ouais. années 1 à 3, les prix vont en fait varier entre 7 600 et 8 600. Donc en fonction de la localisation en fait du campus choisi. Et pour la 4e et la 5e année, entre 8 000 et 10 000 euros en fonction de la localisation, mais également de la spécialisation suivie. Vous m'avez posé aussi la question également si on proposait des aides de financement. Tout à fait. En fait, on dispose d'un partenariat avec un établissement bancaire qui propose des solutions de financement à des taux même très privilégiés, à des taux qui approchent du 0%. D'accord. Parallèlement à ça aussi, on a une commission en fait de solidarité donc qui aide les élèves en difficulté. D'accord. Donc, l'idée, c'est quand même d'accompagner les gens qui voudraient rentrer chez vous. L'aspect financier ne doit pas être un frein. C'est ça qu'on peut noter. Ok, très bien. Carole, est-ce que vous avez j'enchaîne avec la question sur les épreuves, hein. Est-ce que vous avez des éléments d'information sur le concours pour rentrer chez vous? Comment ça se passe plutôt habituellement, mais surtout, comment ça se passe aujourd'hui, en période de confinement, post-confinement, où c'est un peu flou? Alors là, en période de confinement, on s'est adapté comme nos étudiants. Donc en fait, on a mis un dispositif qui est donc uniquement en ligne. Donc les admissions se font sur analyse de dossier. Hein. Il n'y a plus d'épreuves écrites à passer. Pour les étudiants, donc qui sont les bacheliers, là je vais parler des bacheliers, des bac plus 1 et des bac plus 2, ils doivent s'inscrire. Ils choisissent une date de concours. Les candidats vont ensuite nous remplir un dossier que nous allons recevoir, que nous allons étudier. Et ensuite, l'étudiant qui s'est positionné sur une date de concours recevra une semaine avant la date de son concours sa convocation avec son horaire de passage. Et là, effectivement, il aura ses 20 minutes d'entretien avec nous. C'est ce que j'ai tout le temps. Il a 20 minutes pour nous convaincre que c'est lui que nous allons prendre et pas quelqu'un d'autre. Et donc, c'est un entretien de motivation. On va lui demander de se présenter, d'indiquer ses motivations, pourquoi il intègre les FAP, pourquoi il a choisi l'univers de la communication, de l'événementiel, du digital.
tout ce qui l'anime dans la vie, ses loisirs, ses centres d'intérêt, ses voyages, tout ce qui est extrascolaire. On vous a dit, hein, vraiment les profils d'étudiants qu'on recherche, c'est des créatifs, des passionnés, donc on va aller aussi sur ce terrain-là. Donc, ce n'est pas des questions forcément liées à l'actualité ou la culture, c'est plutôt vraiment sur la personne qu'il est ou qu'elle est et ce qu'elle peut raconter en termes d'histoire, de personal branding, comme vous avez dit le mot-clé. Alors là, je rebondis juste parce qu'on a parlé des étudiants qui étaient les bacheliers 1, 2, 3, et en revanche, pour les bacs plus 3, 4, eux, ils n'ont pas toute cette partie. Ils ont pas, en fait, ils ont aussi un dossier à nous remplir, hein, CV, motivation, lettre de recommandation aussi s'ils ont. Et on ne rien à la normale, puisqu'en fait, ils passeront un entretien Skype qui, cette fois-ci, dure 1 heure. Donc, l'idée, c'est l'objectif de cet entretien, c'est vraiment de vérifier le parcours, si le parcours de l'étudiant va être cohérent avec ce que nous, en fait, on va proposer. D'accord, donc là, peut-être un peu plus péchu, un peu plus complet, un peu plus technique, voilà, coup, parce que… Autre chose, hein, il a déjà fait 3 ans d'études, il a eu certains des stages, des expériences professionnelles, donc oui, on va un petit peu plus creuser. Oui, puis pour lui, c'est utile aussi, parce que ça lui permet de ne pas se tromper. Et si l'entretien d'1 heure, il est pas convaincu, bah vous ne l'êtes pas non plus, et lui non plus, il sait que c'est pas forcément fait pour lui. Et du coup, au moins, c'est où justement on peut trouver celui qui s'est mal orienté, qui est fait pour venir un peu sur les métiers de la com, et ça peut être l'occasion de se révéler. On échange ensemble sur le parcours de l'étudiant pour effectivement voir cette coïncidence, enfin, savoir si c'est cohérent, que tout est cohérent entre son parcours et ce que nous, on va proposer. D'accord, ok, bah ça c'est vraiment important de le préciser, je pense. C'était essentiel pour ceux, voilà, c'est des questions qui reviennent beaucoup, comment on fait, Covid, pas Covid, entretien, pas entretien. C'est assez clair, c'est assez éloquent. J'ai une question maintenant sur l'aspect un peu plus technique, et ensuite on va passer à la partie questions-réponses rapidement. Ma question, elle est la suivante. Est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui souhaite candidater chez vous? Des conseils sur le comportement adopté, ce qu'il doit faire techniquement et aussi comment il doit remplir son dossier, ce qu'il doit intégrer des éléments un peu plus perso, comment il peut gonfler son dossier, comment on lui donne les meilleures chances pour venir chez vous? Nous, c'est ce qu'on dit avec Emmanuel. Hein. C'est déjà, on réfléchit à son projet professionnel, mais on ne demande pas non plus à l'étudiant d'arriver avec un métier, puisque vous l'avez compris, hein, les métiers, ils sont pléthores et on leur donne le temps de choisir. On veut savoir, en fait, pour quelles raisons, en fait, pourquoi ça les anime, en fait, la communication, l'événementiel, publicité. Déjà, quand ils arrivent à l'école, généralement, ils ne savent pas faire la différence entre le marketing et la communication. Donc, c'est à nous aussi de les accompagner. Hein, c'est notre job là-dessus. On attend des étudiants qui sachent se présenter, se mettre en valeur, se différencier par leurs expériences, toujours, hein, l'histoire des passions, des voyages, des activités extrascolaires. Moi, j'insiste aussi là-dessus, Emmanuel va sourire, mais lire aussi l'actualité. Ce sont des étudiants aujourd'hui qui sont connectés, donc moi, on attend aussi des étudiants aujourd'hui qui soient très connectés. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va être très important. Et puis, pour choisir une école, il faut venir nous rencontrer. C'est rencontrer nos étudiants, assister à nos journées portes ouvertes. Là, pendant le confinement, on organise des webconférences. La prochaine, c'est le 4 juin, donc inscrivez-vous. À la rentrée de septembre, vous verrez, on propose plusieurs rendez-vous, hein, des rendez-vous personnalisés, des rendez-vous avec nos étudiants, des rendez-vous pendant les salons, voilà. Et pour les écrits, on met bien entendu aussi en place, on a mis les annales, en fait, hein, tout simplement. Et on retrouve les annales, puisqu'ils auront des épreuves écrites à passer à leur écrit. Ok, donc très complet. Je pense que y a pas mal de choses que les étudiants ont pu noter pour les conseils pour venir chez vous. Merci pour ces points clés. On passe maintenant à la partie questions-réponses, donc les éléments qu'on n'aurait pas forcément abordés ou des questions qui sont venues entre-temps sur le live. Dernière partie, il nous reste 5 minutes pour faire cette partie questions-réponses. On est encore 100 personnes sur le live, donc 100 personnes qui sont intéressées par ces questions-là. Je commence avec la première qui me vient en tête. Hein. On lui a peut-être déjà répondu, mais en tout cas, c'est bien d'accentuer là-dessus. J'ai un bac scientifique. En tout cas, j'ai des parcours plutôt S. J'ai pris une option SVT, une option physique-chimie. Je veux venir chez vous après mon bac. J'ai une chance ou pas? Moi, je l'ai dit, tous les profils nous intéressent. Donc, en fait, oui, complètement. Vous pouvez tout à fait intégrer notre école. On recrute donc tous les profils. Et d'ailleurs, j'insiste parce qu'on a cette question qui revient de plus en plus. On ne demande pas de spécialité requise. Aujourd'hui, on parle de spécialité. En fait, donc on recherche toutes sortes de profils. En revanche, vous venez de S, vous n'avez pas de maths et vous n'avez pas de sciences chez nous. D'accord, donc soyez pas perdus si vous ne voyez pas d'équation au tableau. On prend des S, bien sûr qu'on prend des scientifiques, on prend toutes sortes de profils. Si je peux rajouter un petit quelque chose, les profils S nous intéressent pas mal. Hein. On n'en a pas beaucoup.
vais être honnête, on a surtout des ES et des L et des bons STMG également, mais ils nous intéressent bien parce que si ils s'orientent vers le marketing, je vous assure que l'esprit mathématique, ça va bien leur servir. Hein. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un bon élément de réponse sur la partie vraiment marketing stratégique ou marketing analytique, qui est basé beaucoup sur la stat et sur la probabilité. Donc, c'est vrai que pour avoir fait du marketing strat, c'est vrai qu'il faut être plus ou moins. J'ai eu pas mal de GEA qui avaient fait la même option que moi et qui étaient beaucoup plus à l'aise sur ces sujets-là de stats et d'augmentation des ventes, etc. Donc, c'est vrai que. C'est pour ça qu'on aime bien les admissions parallèles qui ont un parcours autre qu'un parcours de licence infocom ou de BTS communication, etc. Parce que ils apportent autre chose, ils ont d'autres compétences et souvent des compétences qui s'allient très très bien avec la communication et le marketing. Merci pour ces points assez complets. Moi, j'ai une question je lis en même temps les commentaires, de Margot Perry qui nous demande comment s'organisent les emplois du temps. Est-ce que, par exemple, il y a une journée de libre? Est-ce que c'est matin, après-midi? Comment ça s'organise? Alors, tout va dépendre des années. En moyenne, les élèves ont entre 20 et 25 heures de cours par semaine, du lundi au vendredi. Pour l'instant, il n'y a pas de cours le samedi, mais peut-être qu'un jour, il y en aura. Hein, donc, mais pour l'instant, c'est entre le lundi et vendredi. Le plus tôt le matin, ça va être 8 heures. Le plus tard le soir, ça peut être 20 heures. Il n'y a jamais cours de 8 heures à 20 heures dans une même journée. Jamais. Souvent, les emplois du temps sont faits en sorte qu'il y ait une journée disponible dans la semaine pour les rassemblements. On vous l'a dit, il y a énormément de travaux de groupe, beaucoup de battles, beaucoup d'études de cas, etc. Du coup, on essaye de libérer une journée dans la semaine qui est souvent fixe, au moins par semestre, pour pouvoir qu'il y ait ces regroupements entre les élèves. Ok, super, merci. Est-ce que maintenant, question très concrète, quelle est la deadline pour s'inscrire peut-être en post-bac ou en master ou troisième année? C'est quoi les prochaines limites d'inscription? Carole, je te laisse répondre. Là, pour les étudiants qui sont donc bacheliers, bac plus 1 et bac plus 2, le prochain concours se déroule le 10 juin. Les inscriptions se font directement sur le site internet. Pour les étudiants qui sont en bac plus 3 et bac plus 4, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on recrute au fil de l'eau. En revanche, ne tardez pas trop, le nombre de places devient de plus en plus limité. D'accord, donc à call to action pour ceux qui souhaitent un peu plus d'infos. Dernier point pour moi, sur la partie vraiment EFAP, ADN et valeurs de l'école. Est-ce que vous avez 3 mots pour terminer, pour définir un petit peu l'école et qui pourrait résumer ce live et pour donner envie aux étudiants de vous rejoindre? Moi, j'en viens parce que ce sont mes étudiants, j'ai l'habitude, mais je suis toujours en contact avec eux. C'est épanouissement. Déjà, c'est très important. Emmanuel, je te laisse le deuxième. Il est bien celui-là. Moi, j'hésite je dirais famille, parce qu'on dit souvent, vraiment, les FAP, c'est une famille, c'est une vraie famille. Troisième, si tu permets, Carole, je dirais quand même professionnalisme. Parce qu'on a quand même un cursus très professionnalisant, très concret et en adéquation avec la demande du marché. Ça, c'est intéressant, vraiment. Ok, alors je pense qu'on a fait toutes les infos, on a eu tous les éléments de réponse. Merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de répondre à nos interrogations. On rappelle pour ceux qui s'intéressent à l'EFAP qu'on met à l'écran toutes les informations sur les modalités d'information, comment s'inscrire, comment on fait, avec qui on va discuter, comment se passe l'entretien. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site, à prendre contact avec eux via leurs réseaux sociaux et via le mail qu'on affiche à l'écran. Ça va toucher la fin de ce live School Days avec un focus sur les FAP. Merci Emmanuel, merci Carole d'avoir pris le temps de nous répondre et je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Merci Valentin. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.